Donc, bienvenue à tous pour ce petit déjeuner sur le thème de régénérer le vivant. Et je suis ravie d'accueillir pour animer cette heure de visio Adrien Ozeil et Bénédicte Dorigel qui ont accepté de venir nous inspirer sur ce thème. Donc, Adrien, je vous passe la parole. Bonjour, donc moi je suis Adrien Ozeil d'Ecosystème, c'est une entreprise que j'ai créée en 2017 et au travers de laquelle j'accompagne la transformation d'espaces extérieurs en m'appuyant sur cette transformation pour travailler les dynamiques collectives et puis la création de liens entre humains et avec le vivant sur des modèles participatifs. Voilà, j'ai connu Bénédicte via un projet qu'on a mené ensemble, elle chez Nicomatic et moi en tant que facilitateur, il y a 5 ans, je crois. Voilà, et donc aujourd'hui, on va vous parler de biodiversité, mais sous l'angle que j'ai évoqué là, c'est-à-dire aborder la biodiversité dans une vision globale et dans une logique de lien entre humains et humain-nature. Je te laisse la main, Bénédicte. Et donc, moi, je suis Bénédicte de Riguel. J'interviens depuis 30 ans en entreprise, donc 15 années passées sur des postes à responsabilité dans l'innovation. 85% de mon temps sur des créations de postes, sûrement pour ma capacité à défricher, à ouvrir de nouvelles voies. Pour créer de la valeur économique, sociale, environnementale. Donc là, la démarche dont on va vous parler ce matin avec Adrien, c'est effectivement une innovation qui se classe plutôt du côté environnemental, avec ce lien très fort entre la santé humaine et la place de la biodiversité en entreprise. Donc, je vais essayer de compléter le propos d'Adrien ce matin en vous montrant les différentes valeurs ajoutées que cela peut avoir pour les différents métiers, comme les RH notamment, les postes de RSE ou des métiers techniques type ingénieur ou R&D. Voilà pour ma part. Donc, je vais attaquer en ma présentation. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez les mettre dans le chat. On va essayer d'avoir un petit temps à la fin pour les regarder et puis y répondre ou réagir. Euh, on espère qu'on va être suffisamment concret par rapport à vos attentes, parce que Bénédicte et moi, euh, c'est notre truc aussi d'être très philosophique et conceptuel. Donc, on a fait un effort pour essayer de vous apporter des éléments tangibles potentiellement à mettre en place suite à ce temps ensemble. Si besoin, faudra pas hésiter à nous recontacter pour échanger plus largement sur des questions de mise en œuvre. Et donc une dernière chose avant d'attaquer, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je travaille sur des modèles de projets participatifs sur des temps longs. Donc je travaille minimum sur 3 ans, plutôt sur 5 ans, de façon à laisser le temps de changer de point de vue sur dans dans le cas de notre sujet, la biodiversité ou les rapports humains, la façon qu'on a de vivre le fait d'être en entreprise, la relation au travail, toutes ces choses-là. Je travaille beaucoup sur les cours d'école aussi. Donc dans ces cas-là, c'est la relation aux enfants, la relation au risque, qu'est-ce qui peut être proposé. Et donc toutes ces choses-là, si on veut les travailler, avoir un travail de fond et puis qui dure dans le temps, on a besoin d'y aller doucement pour permettre aux gens de bouger. L'humain aime bien rester dans ses habitudes. Donc moi, mon travail, c'est vraiment d'avoir une approche qui soit respectueuse des croyances, de la vision de chacun, de l'histoire de chacun, euh, de façon à finalement ouvrir la possibilité d'écouter, d'être d'accord ou pas, et d'avancer à son rythme. Et finalement,
l'expérience et l'exemple qui va faire que les gens vont adhérer au projet. Je vous dis ça parce que là, je vais vous présenter un certain nombre de choses par rapport à la biodiversité qui potentiellement prennent un peu à contre-pied le sujet par rapport à ce qui se fait classiquement. L'objectif n'est pas que vous validiez 100% de ce que je vous dis. Si vous avez quelques éléments qui vous parlent, c'est très bien. Et puis, bah, peut-être qu'en s'appropriant ces éléments, d'autres viendront à vous parler plus tard. Mais voilà, on est vraiment dans une logique de partage d'un regard sur les choses qui n'a pas vocation à être intégré à 100% ou à être un dogme à reproduire systématiquement. Au contraire, l'idée, c'est l'ouverture. Donc, voilà, moi, je suis écologue de formation, donc j'ai travaillé une petite quinzaine d'années en bureau d'études sur les écosystèmes aquatiques. Voilà, mon boulot, c'était de regarder les communautés d'insectes aquatiques et de faire des bilans de fonctionnement. J'ai un peu travaillé dans la préservation aussi, donc ces questions de biodiversité, j'ai vraiment baigné dedans. Et déjà à l'époque, il y a quelque chose qui me dérangeait un peu, c'est qu'on était toujours dans des approches qui étaient très techniques. C'est-à-dire qu'on protégeait la biodiversité parce que c'était nécessaire pour satisfaire un certain nombre de besoins. Et c'est complètement légitime. Et en même temps, il y a deux points qui me posent problème. C'est que ça peut nous faire nous arrêter là, c'est-à-dire juste trouver une solution technique à un problème et ne pas se questionner sur pourquoi est-ce qu'on a construit une société qui génère ce problème-là. Et puis, avoir un rapport à la nature qui est très utilitaire en fait. Donc là, la proposition, c'est de vraiment avoir un travail qui soit sur l'humain et le rapport au monde pour préserver la biodiversité, mais finalement pour globalement construire un modèle de société qui soit naturellement résilient et durable, que ce soit en termes de biodiversité, de santé humaine, de tout ce qui constitue une société qui fonctionne à long terme, en fait. Donc, pour commencer, je vais vous présenter un peu trois principes qui me semblent bien synthétiser ma vision par rapport à ça. Récemment, j'ai entendu cette phrase qui m'a parlé, il ne faut pas s'occuper de la pollution, mais du pollueur. Donc, on est vraiment là-dedans, dans ce que je vous disais précédemment, s'occuper de la biodiversité en mettant des abris à insectes, en plantant des haies, en mettant des nichoirs ou en faisant de la fauche tardive. C'est très bien et en même temps, c'est un peu à double tranchant parce qu'on peut se dire qu'on a bien fait les choses, sauf qu'on va pas traiter le fond du problème qui est le sens qu'on met du rapport qu'on a à la nature. Euh, ça rejoint ce deuxième point, on ne prend soin que de ce que l'on aime. Aujourd'hui, je pense qu'on a vraiment à construire une nouvelle relation à la nature. Il y a la permaculture que j'utilise énormément comme modèle de construction de projets. S'appuie notamment sur les, les cultures premières traditionnelles un peu partout sur la planète, en particulier les aborigènes en Australie, mais pas seulement. Et finalement, on est une des très rares cultures sur les milliers de cultures qui existent sur la planète qui n'est pas une relation intime avec l'ensemble du vivant. Chez nous, le vivant, on s'en préoccupe quand on en a besoin, en gros. Alors que dans les autres cultures, il y a vraiment une reconnaissance de l'existence de tous les éléments qui constituent le monde comme quelque chose de précieux. Et ça, à mon sens, c'est vraiment une grosse lacune de notre culture. C'est à force de conceptualiser, on a vraiment créé de la distance. Et je dis souvent, des parents qui s'occuperaient de leurs enfants juste pour en faire de bons citoyens fonctionnels, dans un modèle de société comme le nôtre, ce serait un peu limite, c'est facile à comprendre pour tout le monde. On prend soin de nos enfants parce qu'on les aime. Il n'y a pas vraiment de raison derrière. Ça se fait naturellement.
Et je pense qu'on aurait tout intérêt à construire une société qui fasse la même chose avec l'ensemble de la planète qui finalement est notre maison, quoi. Et donc ça rejoint le dernier point. Mon sentiment, c'est qu'on a intérêt à aborder ces questions de biodiversité pour faire passer, enfin pour passer de l'humain avec ou à côté du vivant à l'humain au cœur du vivant, c'est-à-dire re-rentrer en relation. De nouveau, on est vraiment dans ces logiques de permaculture où on va créer des systèmes. Un écosystème, il est riche et résilient parce qu'il est riche de liens. On prend soin de la biodiversité d'ailleurs parce que c'est un indicateur de la densité de relations dans un écosystème. Plus il y a de biodiversité, plus l'écosystème va être équilibré, riche de fonctions. Il va y avoir ce qu'on appelle des redondances dans les fonctions principales du système. C'est un peu comme en entreprise, si on avait un spécialiste unique pour des points essentiels du système, le jour où il est malade, tout dysfonctionne. Bah, dans un écosystème, c'est pareil. Toutes les fonctions essentielles sont assurées par plusieurs espèces. Et comme ça, quand il y a un événement qui perturbe l'écosystème, c'est rarissime d'avoir des fonctions essentielles qui disparaissent. Euh, donc voilà, nous, on aurait besoin, à mon sens, de vraiment re-rentrer en relation. Donc ça, c'est un point de vue philosophique, on va dire. Maintenant, je vais rentrer dans le concret en vous présentant un projet que j'ai mené avec le magasin Decathlon de Grésy-sur-Aix, vers Aix-les-Bains. Euh, Ça a débuté il y a 2 ans. Donc déjà, je vais vous montrer le lieu au départ. Voilà, bon bah magasin classique de zone commerciale avec une petite bande de pelouse entre Burger King et puis le bâtiment. Euh, Plein sud, donc vraiment très très contrainte en plus. C'est extrêmement sec et chaud l'été. Là, c'est l'arrière du bâtiment. Voilà, une pelouse. Il y a l'autoroute en contre-haut du talus. Une pelouse qui est tondue, qui offre un petit peu d'ombre. C'est pour ça qu'il y a une table là-bas dans le fond. Euh, mais bon, bah, on voit bien que moi, en contact, dans l'idée, on a des espaces extérieurs qui sont pas utilisés. Qu'est-ce qu'on peut faire pour favoriser la biodiversité? Euh, et ce que je leur ai dit, en fait, c'est, bah, vous pouvez juste laisser se développer le lieu et puis laisser se développer la végétation. Vous avez une forêt qui va pousser, vous tendez le long du bâtiment et puis bah, ça sera favorable à la biodiversité parce qu'en fait, la nature a jamais attendu l'humain pour être stable et résiliente. Donc finalement, une première chose qu'on peut faire et qui vient pas à l'idée, c'est juste arrêter de faire, avoir une gestion minimaliste qui va satisfaire nos besoins. Là, par exemple, bah, avoir un entretien au niveau des portes de secours et puis éviter qu'il y ait trop d'humidité le long de la tôle du bâtiment. Mais en soi, pourquoi tondre sur toute cette largeur alors qu'en fait, il y a quasiment pas d'usage à part au niveau de la table là-bas. Bon, il se trouve que nos échanges sur les questions de l'humain et de la relation avec le vivant les ont intéressés, et donc on est allé plus loin. Donc là, je vais vous présenter le déroulé d'un projet classique. Donc, comme je vous le disais, sur plus de 3 années en général. Ma façon de procéder, de façon à laisser le temps aux gens de s'approprier les concepts, de se remettre en lien, d'apprendre aussi à construire des choses collectivement, de se rencontrer, d'accepter éventuellement d'être d'être plus ouvert à exprimer ce qu'ils ressentent dans des ateliers collectifs. Il y a tout un travail comme ça en fait de création de liens entre les gens parce que j'utilise des outils de permaculture humaine qui vont bah, on peut commencer par le rêve collectif en fait où là on va créer un cadre bienveillant de façon à ce que chacun se sente à l'aise pour parler vraiment de ses rêves, en fait. Qu'est-ce que seraient ses rêves dans l'entreprise idéale avec des espaces extérieurs qui soient nourrissants pour ses besoins. Et bon, bah ça prend du temps, en fait. C'est pas facile pour tout le monde de s'ouvrir comme ça, même avec des collègues qu'on connaît les contextes ne sont pas toujours favorables. Donc on prend le temps et puis il y a tout un processus qui va moi me servir à avoir le plus d'éléments possible sur le contexte pour ensuite créer un système
qui imite un écosystème et puis qui va être mis en œuvre en chantier participatif les années qui suivent. Donc, on va rêver tous ensemble, ensuite faire circuler des questionnaires de façon à... Enfin, rêver tous ensemble, c'est pour créer un collectif avec les personnes qui sont vraiment intéressées dans l'entreprise. Ensuite, on fait circuler des questionnaires de façon à consulter tout le monde. À partir de ça, on va faire une analyse du contexte, c'est-à-dire qu'avec tous les éléments, on va regarder comment créer à la fois un lieu qui, euh, qui réponde aux besoins et à l'idéal du groupe, et puis créer une dynamique collective qui va nourrir cet élan initial du rêve sur les années à venir, de façon à ce que moi, je puisse sortir de mon rôle de facilitateur et de l'accompagnement du projet au bout de quelques années parce que ça aura été vraiment intégré cette façon de fonctionner et puis ce nouveau rapport à l'extérieur qui va nourrir les besoins humains de relations au vivant, de détente, d'aspects ludiques, etc. Une fois que j'ai analysé, je vais faire une conception. Donc là, je vais vraiment faire un plan global du lieu. Et puis, tous les 6 mois, je rédige une notice pour que l'entreprise organise un chantier participatif sur les thèmes qui semblent les plus porteurs à ce moment-là. Et de chantier en chantier, en fait, on va créer de l'appropriation et ce que j'appelle une nouvelle culture du lieu. C'est-à-dire que le groupe avec lequel je travaille va s'approprier mes outils et les éléments de ma vision qui leur parlent, et puis la transcrire dans les espaces extérieurs et communiquer avec l'ensemble des collaborateurs de façon à ce que ça infuse. Et en fait, cette façon d'infuser, elle va permettre de vraiment ancrer en profondeur des changements sur, par exemple, le rapport à une gestion des extérieurs qui soit différente. Quand on passe en fauche tardive, la première année, on a beaucoup de remarques sur le fait que ça fait pas entretenu, qu'il risque d'y avoir des moustiques ou des guêpes, des choses comme ça. Bon, bah ça, en fait, on peut le faire brut, et puis avec le temps, bon, bah, les gens se lassent de se plaindre et puis ça passe. Ou alors, on peut vraiment essayer de l'accompagner en écoutant. Donc, ça va être aussi un des rôles du groupe qui porte le projet. Ça va être d'être à l'écoute, de répondre aux questions, de façon à ce qu'on soit le plus possible dans de la bienveillance par rapport aux évolutions qui sont proposées. Et ça va nous permettre d'avancer plus rapidement, en plus de créer une culture du lieu. Et puis, à long terme, en fait, au bout du temps nécessaire, 4, 5 ans potentiellement, on va pouvoir arrêter les chantiers participatifs si on le souhaite. Moi, dans l'idéal, je trouve que ce serait bien d'en faire tout le temps, mais on peut juste passer sur une demi-journée d'entretien annuel du site, de façon à garder ce lien, à rester dans ce prendre soin. Donc, à l'issue de la première phase, pour le cas de Décathlon, je suis arrivé donc à cette proposition-là. En faisant le bilan de tout ce qui m'avait été proposé, ce qui paraissait évident, c'est de faire un chemin, de leur proposer un chemin qui faisait le tour du bâtiment, de façon à créer comme un sentier pédagogique où les clients pourraient venir faire un tour, apprendre des choses et questionner leur relation au sport de nature, parce qu'en fait, dans le cadre des Décathlon, ils vivent en grande partie sur l'usage de la nature. Donc la proposition, c'était de se dire, OK, les espaces extérieurs, on va essayer déjà de les laisser le plus sauvage possible. Donc il y a vraiment des zones où on ne fait quasiment rien. On laisse la nature se réinstaller. Et puis ensuite, il y a tout un travail pédagogique sur la transmission de valeurs, d'éléments de compréhension scientifique, sur le fonctionnement des écosystèmes, les impacts en nature quand on fait du sport en nature. Et puis, vous voyez, il y a une haie fruitière où on va aussi avoir des aspects comestibles, des fruits comestibles atypiques, de façon, et puis au fond, dans l'angle du bâtiment, un espace de cabane pour les enfants, pour faire une pause dans ce coin qui est bien à l'ombre et qui, quand l'autoroute n'est pas en plein régime, reste assez agréable à utiliser. Voilà, va permettre aux gens de baigner dans un temps
quand ils viennent faire leurs courses, dans une relation à la nature qui est différente, on finit par le chemin qui est plus étroit, c'est un tracé juste tondu par les paysagistes au milieu d'une zone en fauche tardive, justement. Et donc voilà, là on passe de comment est-ce que je peux favoriser la biodiversité sur mon site en étant proactif, mais dans une forme de contrôle toujours de mon site où je vais tondre, mais mettre des nichoirs, des abris à insectes, peut-être planter une haie, à quelque chose qui est bien plus dynamique parce que je les accompagne sur un temps long. Potentiellement, il y a des végétaux autochtones qui vont apparaître, des graines d'arbres qui vont tomber sur le lieu. Ben, on va choisir de les garder ou pas. Vous voyez sur le parking, il y a marqué végétation locale. L'idée, c'est que les arbres qui ont été plantés vivent très mal le fait d'être au milieu de l'enrobé. Par contre, il y a une flore autochtone qui s'installe naturellement dans ces zones-là. Et quand on la connaît pas, on la débroussaille systématiquement parce que on ne sait pas comment ça va évoluer et en général, on craint qu'il y ait des trop grands arbres, que ça pose des problèmes. En fait, il suffit d'avoir quelques connaissances sur le développement de ces espèces pour savoir que, par exemple, un cornouiller sanguin qui est très très classique dans ce genre de contexte, bah, c'est un arbuste qui fait des fleurs mellifères, qui a des baies comestibles pour les oiseaux et qui fait 5-6 mètres à maturité et qui est jamais avec des grosses branches. Donc lui, il nous pose vraiment aucun problème. On peut même le tailler un petit peu pour le contenir au niveau des voitures. Donc typiquement, ça, on peut tout à fait le laisser se développer ici, communiquer dessus en disant, bah voilà, en fait, on s'est rendu compte qu'on avait un réflexe de gestion des espaces de nature sur notre parking qui est inutile. Donc on décide de laisser la place aux autres espèces. C'est là qu'on va se retrouver dans l'humain au cœur du vivant pour moi, où bah, on va peut-être conscientiser qu'aujourd'hui, sur le territoire français, on contrôle 99% du territoire, en fait, on le gère. Et bah, potentiellement, il y a peut-être 5% du territoire qu'on pourrait ne pas gérer ou gérer de façon très douce en synergie avec les autres espèces. Ça me semblerait être une posture qui soit vraiment plus respectueuse du fait qu'on est juste une espèce vivante parmi les autres, qui a certes des besoins, mais qui a culturellement construit une action vachement contraignante sur le reste des espèces vivantes. C'est très très lourd parce qu'en fait on a des modalités d'entretien des espaces verts qui sont inutiles et coûteuses. Et puis, ça crée une relation de supériorité par rapport aux autres espèces qui, en fait, n'a aucune utilité dans une culture, dans une société. On se considérerait comme au même niveau que les autres espèces, ça nous coûterait rien. Et par contre, on y gagnerait beaucoup. Et donc voilà ce que ça donne une fois qu'on a fait un ou deux chantiers participatifs, je me souviens plus. Donc vous voyez, il y a le chemin qu'on a bien délimité, hein. C'est un challenge quand on fait des choses comme ça, d'avoir à la fois plus de sauvage et en même temps de la lisibilité, surtout au début, le temps que les gens reprennent des nouveaux repères et s'approprient l'usage du nouveau lieu. Voilà, là vous voyez, donc là à gauche on a la façade sud avec la haie fruitière, des petits troncs d'arbres qui vont servir d'habitat. Donc ça me pose pas de problème de créer des habitats pour les insectes, de mettre des nichoirs, mais ça va être intégré et puis ça va être vraiment avec une gestion participative des employés, des collaborateurs, de façon à ce qu'on soit pas trop dans de la biodiversité clé en main, qui finalement ne va pas créer de lien, quoi. Et puis voilà, à droite, on voit un petit cercle de rondins qu'ils utilisent pour faire des réunions informelles. C'est pas des réunions de 2 heures avec un slide, mais pour se retrouver, faire un petit bilan, bah, ça leur convient bien. Ils sont au pied d'un poirier local sur lequel grimpe une clématite. Donc ils ont des fleurs, des fruits, de l'ombre. Et puis un contexte aussi hors cadre, dont parlera peut-être Bénédicte, qui va vraiment nourrir autre chose en termes de créativité. Je l'avais pas encore évoqué, mais il y a vraiment toute cette question-là que Bénédicte traitera après, de tout ce que ça apporte d'être en relation plus intime avec le vivant. Là, donc, c'est un bilan qu'on avait fait à Nicomatic au bout de 2 ans et demi d'usage de transformation. Donc, vous voyez en haut à gauche l'espace comme il était avant.
Il y avait donc des tables alignées avec une pelouse tondue classiquement, dans un sol très argileux avec des vers de terre quand même, qui en fait avait un impact négatif, c'est que il faisait remonter de la terre en surface et donc on pouvait quasiment jamais trop marcher, à part en plein été, sans se mettre de la terre plein les pieds. Donc finalement, c'était un espace qui était en plus très ensoleillé, qui était difficile à utiliser. Et puis à droite, on voit l'espace complètement reconditionné en îlot avec énormément de plantations qui ont été réalisées. Euh, et, euh, et avec de la diversité aussi dans les propositions, on n'a plus juste des tables, on a des manches debout, on a des rondins, on a aussi des tables. Et puis bah, un mélange d'ornemental, de comestibles, de végétation autochtone qui est apparue toute seule. On s'en est rendu compte la semaine dernière en faisant une analyse un peu de photos initiales et aujourd'hui, des arbres qui avaient été plantés il y a 20 ans et qui ont quasiment doublé de taille, que ce soit la diamètre du tronc ou la hauteur des arbres, en 4 ans. Donc, bah, aujourd'hui, en fait, on n'est plus en train de chercher de l'ombre dans cet espace repas parce que les arbres ont enfin pu pousser dans un sol qui était très, très compliqué, comme c'est souvent le cas dans les zones industrielles. Euh, Là, on a vraiment redonné de l'air grâce aux campagnols qui ont été des compagnons de techniques irremplaçables, qui ont décompacté le sol à merveille. Et là, bon, bah, ça devient vraiment flagrant quand on regarde les photos avant-après. Les arbres sont devenus très, très grands. Et donc, bah, le bilan au bout de 2 ans et demi, vous voyez, c'est sur 74 répondants, 34 personnes de plus qui sortent pour se détendre, 41 qui sortent manger alors qu'avant elles mangeaient à l'intérieur. Ça, pour moi, c'est quand même vraiment très important d'avoir conscience que 40 personnes vont profiter de l'extérieur, vont en plus être dans un système où ils sont vraiment en contact avec la végétation et puis avec des papillons, des oiseaux. En ce moment, il y a des oiseaux dans tous les nichoirs qui sont sur le bâtiment et dans les arbres. Et puis, entre 10 et 15 personnes qui vont sortir pour des temps collectifs, des réunions plus informelles, hein, forcément, ou pour bosser dehors. Euh, donc ça, c'était un premier bilan. Ce serait intéressant de le refaire maintenant, je pense 2 ans plus tard. Euh, mais voilà, c'était très, très porteur de constater ça. Maintenant, je vais vous balayer rapidement, avant de terminer, des principes que vous pouvez intégrer pour transformer votre relation à la biodiversité sur votre site et aller au-delà des choses que j'ai pu citer, des nichoirs, des abris à insectes, de plantation de haies, d'arbres, fauches tardives, c'est les grands classiques. Partir du rêve, pour moi, c'est vraiment très important. On va bien plus facilement créer du lien avec le projet en, en invitant tout le monde à imaginer un idéal. En fait, pour moi, un extérieur d'entreprise, il n'y a aucune raison que ça ait pas le même aspect qu'un jardin chez soi ou qu'un joli parc. Ces grandes pelouses tondues de façon très stricte, n'ont pas vraiment lieu d'être. On peut très bien travailler en ayant un jardin attractif à l'extérieur. De nouveau, je pense Bénédicte l'évoquera. Ça a énormément d'impact positif sur notamment la qualité du travail fourni quand on retourne bosser, d'avoir fait une pause dans ces contextes-là. Valoriser les compétences de chacun. Ça, pour moi, c'est essentiel. Je travaille beaucoup dans les écoles. C'est des projets participatifs où chacun est considéré comme ayant quelque chose de personnel à apporter, peu importe sa place dans l'entreprise, son niveau d'études. Euh, c'est de nouveau très flagrant dans les cours d'école. Chacun a quelque chose à apporter de la même façon que dans un écosystème, toutes les espèces ont une utilité, vont jouer leur rôle. Et donc on peut, au sein du vivant, reconstruire cette reconnaissance de la capacité de chacun à être acteur. Ça, c'est une source de motivation qui dépasse largement la question de la biodiversité, qui va permettre vraiment de revaloriser l'estime de soi de tous pour porter le projet et l'entreprise. Je vais accélérer un petit peu parce que je vois que je suis déjà pas loin du temps que j'avais prévu. Donc l'enthousiasme comme moteur, c'est un peu comme le rêve.
un projet de biodiversité, pour moi, ça doit être un projet qui enthousiasme. Si c'est bloquant, il faut voir où ça bloque et pourquoi ça va pas. Si on n'a pas assez de temps, eh ben, on fait moins. Vaut mieux faire symbolique, mais dans le plaisir, que plus en se dépêchant et en étant stressé parce qu'on a perdu du temps sur un projet qu'on doit finir. Prendre soin de soi, des autres et de la vie. On, c'est une notion d'écoute, en fait. On va construire ça tous ensemble. Je participe à ce projet en prenant plaisir, en écoutant les autres, en écoutant quelles compétences ils ont que j'ai pas, et en ayant une approche délicate de l'ensemble des espèces, de la vie qui m'entoure, pour nourrir de nouveau un projet qui ait du sens, en fait, et qui soit pas juste une proposition technique. Observer, s'interroger, laisser faire, ça va un peu avec faire simple, essayer, se tromper. C'est des principes de permaculture qui sont vraiment dans une logique d'expérimentation. Euh, on va, on va travailler sur la biodiversité d'une façon vraiment contextuelle en fonction de ce qui est disponible sur le site. C'est pas possible de dire on va reproduire dans toute la France le même process avec les mêmes solutions techniques. C'est pas du tout comme ça que ça marche. Il y a des contextes climatiques, des contextes au niveau du sol qui vont être spécifiques. Et en plus, mener un projet sur les extérieurs où, entre guillemets, l'enjeu n'est pas très important. Dans cette logique-là, moi, les retours que j'ai, c'est que ça inspire pour mener des projets à l'intérieur de l'entreprise où on va être plus dans une logique d'expérimentation, de prise de risque, parce qu'on a constaté que finalement, en sortant de nos idées préconçues, il y a des solutions inattendues qui émergent, notamment du collectif. Mettre en lien le projet avec son territoire, très rapidement, c'est dans une logique de réemploi, bien souvent, on va solliciter le territoire de façon à minimiser les coûts de mise en œuvre et puis à créer du réseau. Processus cyclique, dans la nature, il n'y a que des cycles. Il n'y a pas de déchets parce qu'il n'y a que des cycles. Et donc ça, c'est une façon inspirante de travailler à la fois le projet dans une logique de méthode agile où on va réévaluer régulièrement. Donc on peut se permettre de faire des erreurs puisqu'on va les réévaluer. On va rien avoir de figé. Et tout ça pour porter la création d'une culture du lieu qui va garantir la pérennité du projet et vraiment une intégration dans le cas de la biodiversité, une intégration de la préservation du vivant dans l'entreprise parce que c'est devenu complètement naturel et qu'on ne se pose plus vraiment la question d'avoir prendre soin et d'avoir un impact positif ou pas. Et puis, pour moi, un point peut-être encore plus important, cultiver un regard émerveillé. Quand j'anime des stages ou des ateliers, parfois, je demande aux gens, pendant les quelques jours qui précèdent l'atelier, de prendre quelques minutes le matin en se levant ou au petit-déj pour juste prendre conscience de l'improbabilité de l'existence de la vie sur cette planète, de la possibilité qu'on a d'être ce matin réunis autour d'un ordinateur pour discuter de ça, et de recultiver ce qu'on avait tous enfants, c'est une forme d'émerveillement par rapport à l'existence de tout ça, qui nourrit un regard sur le monde qui est, à mon sens, plus doux et doux, ludique, et en même temps qui construit de la vie et des systèmes pérennes. Euh, et voilà, c'est quelque chose qui me semble très précieux, une ressource très précieuse comme moteur à la construction d'une société. Et puis, je finis rapidement sur des éléments concrets. Si vous voulez mettre en œuvre quelque chose très rapidement dans votre entreprise, moi, ce que je vous propose, c'est par exemple, là, la première photo à gauche, c'est avec un bailleur social, Haute-Savoie Habitat, de la plantation collective, juste planter, mais aussi prendre soin des arbres sans passer par une entreprise de paysagisme. Vous pouvez planter un arbre, deux, trois arbres, quelques couvre-sols au pied, de la menthe, des choses toutes simples. Mais par contre, vous vous engagez à vous en occuper vous. Ça veut dire que vous allez sortir régulièrement pour voir ce qui se passe, pour constater, et ça va créer du lien à la fois entre collaborateurs et avec le lieu et les espèces qui y vivent.
Ça peut faire effet boule de neige à plus long terme. Ensuite, laisser faire et observer. Vous pouvez tout à fait décider d'un carré de 1 mètre carré, 10 mètres carrés, 100 mètres carrés, où vous laissez pousser et où vous allez observer. Pas juste laisser pousser, parce que de nouveau, on va être sur quelque chose qui va vite être oublié. Vous pouvez, une fois par mois, prendre une demi-heure avec un groupe de collaborateurs, hein. C'est jamais toute l'entreprise qui participe à ça, hein. Peut-être un jour, mais actuellement, je crois que ça vient pas naturellement. Observer, réapprendre justement à s'émerveiller, puis petit à petit se rendre compte qu'il y a plein d'insectes dans vos pelouses, qu'il y a des plantes que vous aviez jamais remarquées parce qu'elles sont discrètes. Et puis pour finir, essayer de vivre au contact du vivant, donc essayer d'avoir des espaces de vie qui soient vraiment au contact, qui soient pas trop éloignés d'espaces plantés, si besoin planter des buissons et puis mettre des tables de pique-nique au centre. On a tous besoin d'être dans des sortes d'îlots qui fassent un peu cocon. C'est un héritage des chasseurs-cueilleurs, ça. On aime bien voir sans être vu. Et donc, si vous regardez bien, l'utilisation de l'espace, quand on est dans un contexte où il y a des îlots et puis des grandes zones ouvertes, c'est principalement d'aller dans les îlots. Donc voilà, c'est trois pistes de réflexion pour déjà initier quelque chose en autonomie qui me semble assez agissante, si on s'en saisit. Voilà, merci. Désolé pour la fin, un petit peu en sprint. Je laisse la main à Bénédicte qui a encore beaucoup de choses à vous dire. Alors du coup, il y a eu déjà quelques questions dans le chat. J'y ai répondu, mais Adrien, si tu veux aller voir Ok, et... très bien. Eh ben oui, je vais y répondre dans le chat. Bonne idée. Alors, est-ce que c'est OK? Tout le monde voit? Oui, c'est bon. Ok, super. Donc en préambule, juste pour reposer le cadre, donc chez Nicomatic, effectivement, on a vécu avec Adrien une démarche en lien avec la biodiversité du site. Donc Nicomatic, le site fait à peu près une surface de 10 000 mètres carrés et le champ d'intervention du groupe, de l'équipe qui portait le projet était à peu près sur 5 000 mètres carrés. Donc le projet vit depuis 4 ans. L'équipe cœur est composée de 8 à 10 personnes tournantes selon les départs, les arrivées, les envies. Le rythme, c'est 2 chantiers par an, plutôt au printemps ou en fin d'année, pour être en cohérence avec la saisonnalité, les moments de plantation et les moments plutôt d'entretien. Ce qui a permis d'agréger environ entre 30 et 40 personnes par chantier, ce qui n'est pas rien. Sur un site comme Nicomatic, on est entre 250 et 300 personnes en moyenne selon la saisonnalité. Voilà pour les grandes lignes. Et donc là, mon intervention va plutôt être de dire qu'est-ce qu'on peut retenir, quel est le retour d'expérience après 4 années de vie d'une expérience pareille. Et ce qui nous est apparu a posteriori, c'est effectivement l'impact sur la santé humaine. Adrien, on a un petit peu parlé euh, sur des questions d'émerveillement qui contribuent effectivement à ces questions de santé. Moi, je vais un peu plus m'appesantir sur de quoi on parle quand on parle de santé humaine. Donc, il y a effectivement, forcément, on pense tout de suite à la santé physique et parfois on oublie tout ce qui est santé psycho-émotionnelle. Donc, il va toucher aux émotions, aux pensées tourbillonnantes, aux soucis au travail, à la pression, à ces notions de performance et d'agenda trop chargé. Et donc là, il y a énormément d'études, vous pourrez aller voir, qui démontrent que le lien à la nature, le fait simplement de pouvoir prendre une pause sur son lieu de travail, sur une table, comme vous a montré Adrien chez Decathlon, ou chez Nicomatic, où on avait réaménagé et augmenté le nombre de possibilités de temps de pause à l'extérieur, ce simple fait de pouvoir casser le rythme et d'être sur voilà, moins de pression cognitive à certains moments de la journée, vraiment a des effets bénéfiques sur la santé. Pas mal d'études aussi qui démontrent que
le fait de marcher, de se poser en nature, d'aller se balader le week-end en famille, etc., réduit le stress, l'anxiété et permet par effet rebond d'augmenter les capacités de concentration, de régénération du cerveau, de la réflexion. Voilà, donc sans aller, enfin, euh, on a tout intérêt à avoir des collaborateurs bien dans leur peau et bien dans leur tête euh, pour que ça se passe bien en entreprise, notamment dans la collaboration et dans la capacité à s'engager. Les principes de base aussi de la santé humaine ben, vont toucher à l'alimentation, à la qualité du sommeil et à la question des rythmes biologiques. Et en fait, pareil, dans ce retour d'expérience qu'on a vécu avec Nicomatic, le fait d'être régulièrement sur des chantiers collaboratifs en extérieur, de voir que la nature a des rythmes propres qui sont immuables et qu'on peut difficilement changer. On peut perturber les rythmes de la nature en tant qu'humain, mais on ne peut pas changer le printemps et l'automne. Voilà nous amène nous aussi à nous questionner sur nos rythmes biologiques, les rythmes du sommeil. Est-ce que je dors assez? Est-ce que à 30 ans, j'ai les mêmes besoins qu'à 50? Et comment est-ce qu'une entreprise peut accompagner ça en termes de qualité de vie au travail? Voilà, et donc le retour d'expérience chez Nicomatic, c'est qu'effectivement le fait de pouvoir travailler à certains moments de la journée à l'extérieur, prendre des pauses à l'extérieur, avoir des chantiers collaboratifs sur des espaces naturels a un réel impact sur la qualité des collaborations et sur la qualité des pauses et de fait sur la santé humaine. Petite info récoltée sur la santé mentale. Donc, on voit que 60% des moins de 45 ans seraient émotionnellement impactés par l'évolution climatique. Et on voit aussi que si ces personnes-là, on arrive à les sensibiliser à des comportements pro-environnementaux, ça a un effet bénéfique sur leur santé mentale. Donc là aussi, on peut s'interroger en tant qu'entreprise, est-ce qu'on souhaite aller accompagner nos collaborateurs pour réduire cette pression, cette éco-anxiété? On peut le faire par des choses très très simples. Adrien a donné quelques exemples. Nous, on l'a fait chez Nicomatic par ce biais des chantiers collaboratifs, tout simplement parce que ça redonne un pouvoir d'agir, ça redonne un pouvoir d'action, ça permet un engagement concret, visible des collaborateurs. Et là, la photo que je vous ai mis à l'écran, c'est un des premiers chantiers qu'on a fait sur le site industriel où une école, la Forêt des Lucioles, était venue, donc les 30 ou 40 enfants étaient venus avec leur maîtresse participer au chantier. Et cette notion de renforcement de confiance intergénérationnelle est super importante, au sein de l'entreprise aussi. Cette notion de passage de relais entre les 50 et soixantenaires et les jeunes générations qui rentrent dans l'entreprise à 20 ans, de savoir qu'on est tous concernés par ces questions de biodiversité, de santé, de soutenabilité forte voilà, pour la planète, contribue aussi à une culture saine au sein de l'entreprise. La question de l'innovation autour de ces projets, évidemment, est importante pour moi, vu que je suis voilà, dans le domaine. Donc là, l'idée, c'était vraiment avec Adrien d'avoir une approche innovante au service de la biodiversité, évidemment, des humains du site et des non-humains du site. Et donc là, on l'a géré avec Nicomatic. On avait fait un état des lieux en 2022 sur l'apport de la démarche portée par Nicomatic, l'apport à l'entreprise. Et on avait fait pas mal d'interviews. On s'était rendu compte qu'en fait, ces chantiers-là et la manière dont l'équipe cœur gérait le lien avec la biodiversité permettait vraiment d'enrichir la culture de développement durable de Nicomatic. Parce qu'en fait, le fait de travailler avec la nature encourage ou oblige, hein, on le dit comme on veut, à avoir une vision systémique, à avoir une vision 360 de ce qui se passe. Adrien l'a dit, il faut être en constante observation du lieu. Est-ce que quand on a planté un arbre, est-ce que l'arbre pousse? Est-ce que le sol est suffisamment nourricier pour que l'arbre pousse? Est-ce que, il a suffisamment plu l'été? Est-ce qu'on s'y est pris correctement, etc. Donc on est en constante observation et donc réadaptation de ce qui se passe. Donc ça nous permet d'intégrer, sans nous en rendre compte,
une vision systémique autour du site, autour de ce qui se passe. Et ça, j'y reviendrai plus tard, ça a des vrais atouts dans les compétences qu'on peut développer. On s'est rendu compte aussi que ce type de projet permettait d'être beaucoup plus inclusif par rapport à tous les profils de l'entreprise. Donc Nicomatic, ça va, il y a une très très forte population d'ingénieurs et il y a une grande partie des collaborateurs qui sont dans les espaces de production. Et donc d'avoir des temps en extérieur ouverts à tous, donc des temps collaboratifs, permet vraiment d'inclure tous les profils de l'entreprise. Et là aussi, de travailler sur la culture de l'entreprise tout en respectant la diversité et les compétences de chacun. Et puis, cette démarche d'innovation créative, c'est-à-dire que là, effectivement, on doit être en constante adaptation, trouver des solutions ben, aux questions qu'on n'avait pas vu venir, pouvoir répondre aux incompréhensions ou aux besoins des collaborateurs qui ne sont pas dans l'équipe cœur. Ça peut être sur la fauche tardive. Je crois qu'Adrien en a parlé. On a vraiment pris le temps d'expliquer pourquoi certains espaces étaient laissés en libre évolution, pourquoi d'autres l'étaient moins, quels étaient les apports ben, pour la qualité du sol, pour la réapparition de pollinisateurs, pour la réapparition d'espèces endémiques du site. Donc on a notamment vu au bout de 2 ans, je crois, la réapparition du millepertuis sur la parcelle. Millepertuis qui est une plante officinale, qu'on a pu réutiliser derrière, enfin qu'on a récolté pour pouvoir faire des macérats huileux et pour pouvoir les offrir notamment à nos clients. Voilà, donc innovation créative parce qu'en constante adaptation, parce que chaque année on prévoyait avec l'équipe des temps de pause pour pouvoir aussi réajuster ce qu'on avait fait, se reprojeter dans la suite et dans la stratégie du projet. Voilà, et l'approche innovante aussi, parce qu'en fait, c'est un fil conducteur, cette question de la biodiversité, de la santé humaine, qui nous permet d'agréger les différents services de l'entreprise qui vont, bon, de la RSE évidemment, au service RH, à différents métiers, et permettre aussi de challenger la stratégie de l'entreprise sur ces questions de durabilité pour intégrer la biodiversité et le vivant. Donc là, la slide est un petit peu chargée, il y a beaucoup de choses à dire, mais voilà, je vais essayer de faire light. D'un point de vue, ce que j'ai essayé de mettre en valeur, c'est les valeurs ajoutées qui ont été constatées d'un point de vue ressources humaines. Donc le pouvoir d'action, je vous l'ai dit, c'est-à-dire que les collaborateurs se réapproprient le projet. L'impact positif direct sur la santé humaine, je l'ai déjà dit. Ce qui est important, c'est la valorisation des compétences de chacun. L'inclusion, là on voit la photo en haut à droite. En fait, là c'est des collaborateurs des espaces de production qu'on a pu amener sur les chantiers et on les a amenés par des temps festifs. En leur proposant, par exemple, à l'automne dernier, on avait installé le bol à feu et on a partagé des marrons et des chamallows. Donc c'est aussi un temps pour refaire du lien entre collaborateurs selon les différents profils. En termes de compétences transversales, effectivement, le fait d'être sur des chantiers collaboratifs va encourager les collaborateurs à prendre des initiatives, à être responsables de ce qu'ils font, à s'auto-organiser sans un chef qui dit faut faire ci, faut faire là. Donc c'est cette auto-organisation, cette prise de responsabilité, la qualité de la collaboration fait que toutes ces compétences-là qu'on va acquérir sur un chantier se retrouvent, et je l'ai vécu, sur les projets métiers. En fait, le lien de confiance qui est créé sur ces temps-là est indestructible et indissoluble et du coup permet d'améliorer la qualité des collaborations sur les projets métiers. Ça permet aussi un décloisonnement parce qu'on ne travaille pas en silo, là on est vraiment sur des équipes pluridisciplinaires. Donc ça aussi, c'est de l'acquisition de compétences, d'apprendre à travailler avec d'autres profils, d'autres modèles mentaux, avec ben, effectivement de travailler dans des nouveaux espaces. Là, chez Nicomatic, on a installé un dôme à l'extérieur pour pouvoir travailler sur des plus longtemps à l'extérieur de l'entreprise. On va dire jusqu'à l'automne. En fait, il n'y a que l'hiver où on ne pouvait pas travailler dehors. Et ça aussi, ça permet aux collaborateurs
d'avoir des temps de réunion dehors, d'autres modes de collaboration en étant plus créatifs. Voilà, le savoir-être, j'en ai un petit peu parlé, mais vraiment, c'est un point super important, le développement de la confiance, de la collaboration, de l'entraide. L'engagement, j'en ai parlé, le travail autour de la culture d'entreprise, et puis l'attractivité et la rétention des talents. Effectivement, quand on a un site différent, qu'on sait l'expliquer, les nouveaux profils apprécient et les collaborateurs ont plutôt envie de rester dans l'entreprise. D'un point de vue RSE et responsabilité sociétale des entreprises, ben, énormément aussi de points forts. On avait fait la première année un inventaire écologique qu'on a réalisé à nouveau après 3 ans de gestion différenciée du site. Et donc là, ça permet d'amener des éléments tangibles et mesurables à l'intérieur de l'entreprise pour continuer à expliquer, à rester pédagogique autour de ce type de projet. Donc après 3 ans, on a vu qu'effectivement, il y avait plus de 35% de diversité végétale sur le site, la réapparition d'espèces végétales plus rares, notamment une espèce d'orchidée. L'observation d'oiseaux, la pie-grièche écorcheuse notamment, et un très fort retour d'insectes qui est lié effectivement au fait que les 5 000 mètres carrés du site industriel qu'on entretenait ou pour lequel on avait plus de soins et d'attention, avec des parties en fauche tardive, permet tout simplement de générer un garde-manger pour les insectes et de faire que les oiseaux passent du corridor écologique qui était près du site, traversent la route, viennent sur notre parcelle pour repartir derrière dans la forêt. Donc ça permet de créer des corridors écologiques et des garde-manger pour la faune locale. L'impact social aussi, ça aussi très important puisqu'il y a eu toute la création d'un écosystème autour de ce projet, l'intégration d'écoles, de lycées professionnels qui a travaillé sur des garde-manger, des meubles en bois sur les parcelles, la PEI qui est venue sur différents chantiers, des associations qu'on a invitées, beaucoup de contacts avec les entreprises de la région, Haute-Savoie Habitat, Adrien en a parlé. Voilà, ça a permis aussi à la responsable RSE de donner une image très positive de qu'est-ce que la RSE de la valeur ajoutée de la RSE dans l'entreprise. Ça permet que les collaborateurs se rendent compte que ça a une action directe et concrète sur leur qualité de vie, sur leur site, et que, il y a des aspects législatifs et techniques qui sont obligatoires aujourd'hui sur les questions de durabilité, soutenabilité, mais il y a des choses très concrètes qui peuvent être faites, et notamment par les collaborateurs. Donc ça, c'est vraiment une notion hyper importante. En externe, ben, ça a permis aussi de valoriser l'image de Nicomatic en tant que leader environnemental et de partager des connaissances. Voilà, et pour finir, un gros point aussi sur la valeur ajoutée d'un point de vue commercial, innovation et technique. De plus en plus, la démarche que porte Nicomatic est maintenant expliquée aux clients. Les clients de Nicomatic sont des gros donneurs d'ordre type Thales, Safran, voilà, des monstres par rapport à une PME comme Nicomatic. Et pourtant, cette démarche qui est portée par 8 à 10 collaborateurs et qui est animée tout au long de l'année intéresse ces gros donneurs d'ordre. Là aussi, il y a du partage d'expérience qui peut être fait et ça permet à une entreprise comme Nicomatic, lors des visites clients, de proposer un parcours visiteur beaucoup plus personnalisé et de faire visiter ces espaces extérieurs en expliquant la démarche, en étant pédagogique. Euh, voilà, la question de l'approche disciplinaire et de la capacité d'une entreprise à faire travailler tous ses collaborateurs au bénéfice d'un même projet est très appréciée des donneurs d'ordre. Voilà, la culture d'entreprise qui intègre ces questions aussi de soutenabilité est appréciée. Voilà, donc énormément de points positifs, mais je veux qu'on garde quand même quelques minutes pour les questions. Évidemment, bon, il y a tellement à dire. Voilà, donc en résumé, gros impact sur la santé physique mentale, l'engagement des collaborateurs,
les notions de compétences, savoir-faire, l'ancrage d'une politique RSE locale, palpable, qui permet aux collaborateurs de s'engager, tout en embarquant nos clients. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire et des choses très simples pour faire le premier pas. Voilà, donc on est ravis avec Adrien de pouvoir partager ça, répondre à vos questions et pourquoi pas voilà, vous aider à faire ce premier pas si besoin. Et j'arrête le partage. Donc ça allait un peu Merci. vite, mais Merci Bénédicte. Alors, qui pose la première question? Comment ça se passe chez vous dans vos entreprises, cette approche? Est-ce qu'il y a une réflexion vis-à-vis de la biodiversité? J'essaie de mettre la vidéo. Ouais, j'essaie de mettre la vidéo. Bonjour, merci. J'avais effectivement quelques questions par rapport aux organisations des entreprises. Effectivement, je voulais savoir. Bon, j'ai pas de caméra apparemment. Si elle vient, ça marche. Voilà. En fait, je me posais la question de l'organisation au sein des entreprises, donc sur les groupes de travail, puisque il y a des personnes, il y a des choses qui peuvent être portées par les CSE aussi. Et donc savoir si c'était effectivement pas porté par les CSE, mais dans ce cas-là, en fait, à qui, au niveau de l'entreprise, en fait, ces personnes rendaient compte et comment, en fait, c'était managé par ailleurs. C'est-à-dire, est-ce que les projets sont managés directement au niveau de de la RSE? Est-ce qu'ils sont managés par les RH? En fait, quelle est l'organisation qu'on trouve habituellement dans les entreprises pour ces types de groupes de travail? Puisqu'il faut quand même allouer des ressources ou des temps de travail. Donc, il faut quand même que cette organisation soit en place. Voilà, si vous pouviez me répondre. Merci. Je vais peut-être répondre par rapport à l'ensemble des entreprises que j'accompagne. Globalement, c'est pas tellement cadré, justement. Les décideurs vont choisir de s'intégrer dans le projet et puis vont valider des temps passés, des temps à passer sur le projet. Mais voilà, après, ça se fait vraiment sur la base du volontariat. Donc, euh, je ne sais pas exactement comment il l'intègre, mais en tout cas, et c'est important pour moi, ça se fait de façon assez agile. Les gens qui sont motivés vont se manifester et puis vont pouvoir participer, que ce soit sur les chantiers participatifs. Alors, dans certains cas, les gens peuvent venir sur la journée en chantier participatif, dans d'autres, ça va être sur des créneaux de 2 heures. Ou dans le cas de Nicomatic, par exemple, si c'est des gens de la prod, il va falloir s'organiser parce que ils ont un Oui. timing à respecter. Et donc, dans ce cas-là, il faut vraiment s'organiser en amont de façon à ce qu'ils soient remplacés ou des choses comme ça. Mais on est plutôt sur une démarche qui est hors cadre, qui va, qui va s'intégrer de façon organique selon les possibilités. C'est un autre aspect d'ailleurs, c'est que l'objectif, c'est de prendre plaisir et d'être dans l'enthousiasme. Donc, on ne doit pas mettre la pression aux uns ou aux autres pour que le projet puisse se faire. Le projet doit se dimensionner de façon à s'intégrer de façon naturelle dans la dynamique de l'entreprise. Et potentiellement, c'est ça qui va faire qu'on va avoir plus de marge de manœuvre petit à petit parce qu'on se rend compte des bénéfices. je pourrais rajouter le duo qui fonctionnait bien chez Nicomatic, c'est le duo innovation, donc moi-même et RSE. C'est-à-dire que la notion de transversalité et le côté innovant de cette démarche, si tant est qu'elle soit soutenue par la direction, effectivement, le duo fonctionne bien. Euh, voilà. Avec des animations, enfin, l'animation de cette innovation, c'est effectivement poser la stratégie de manière régulière, s'assurer qu'on est dans une démarche de créativité et d'adaptation permanente, faire le lien avec les différents services pour être très pédagogique en interne, de manière aussi à décharger le responsable ou la responsable RSE qui a énormément d'autres attendus sur sa mission. Voilà, de porter toutes les questions de communication. Donc chez Nicomatic, on a mis en place des newsletters,
On a mis en place des lunch and learn sur le temps de midi pour avoir des temps de communication avec les collaborateurs, pour répondre aux questions. L'idée était de proposer une démarche et non pas d'être dogmatique. Adrien l'a dit, il n'y avait pas de prétention à dire nous on sait, vous ne savez pas. C'était vraiment une démarche co-construite avec tous les collaborateurs. Et puis aussi pour intégrer les nouveaux collaborateurs, expliquer pourquoi, quel était le sens de ce projet, quelle place ça prenait dans la stratégie RSE. La biodiversité, on le sait, c'est un sujet un peu à part et qui peut souvent être oublié parce qu'il n'est pas prioritaire. La majorité des entreprises n'ont pas une proximité évidente avec les écosystèmes naturels. Voilà, d'où l'importance, à mon sens, que ce soit un binôme innovation et RSE, de manière à faire vivre cette démarche de manière transversale. Ok, merci. J'ai une autre question, mais je ne veux pas prendre la parole pour quelqu'un d'autre. Je vais laisser parler les gens. Allez-y, Karen. Oui, je voulais savoir aussi si vous aviez travaillé à des moments donnés sur les toits ou sur, en fait, pas forcément les tours de site ou voilà, mais aussi sur tout l'espace qu'il peut y avoir sur le toit ou voilà. Plus concrètement par rapport à de la plantation ou Bah, je sais pas, ouais, voilà, si vous avez, parce que nous, on a une grande surface. Bon, aujourd'hui, je sais pas trop ce qu'on pourrait en faire, mais c'était juste une question, voir si en fait ça pouvait amener des idées ou si vous aviez eu ces projets pour certaines espèces, pour certaines, voilà, qui peuvent favoriser là aussi aider la nature euh, d'une façon ou d'une autre, quoi. Alors, la plupart du temps, en fait, il y a vraiment la question de la structure du bâti qui va définir ce qu'on peut faire. La plupart du temps, les toits sont pas utilisables pour créer des espaces de vie. Donc, ça va venir un peu de façon secondaire parce que l'objectif, c'est avant tout de créer du contact entre les collaborateurs et la nature. Euh, donc, si c'est habitable, si on peut y créer des espaces de vie, tout est possible et on peut faire vraiment des choses sympas, notamment en partant sur des plantes grimpantes et puis des systèmes de pergola, de façon à pas trop amener de charge quand même et puis avoir Oui, oui, beaucoup de oui. végétation. Après, si la portance permet pas de créer des espaces de vie, ouais, il y a des exemples qui sont intéressants d'habitat en fait, mettre à disposition de l'habitat pour les insectes. Ça peut être des bacs avec du sable, ça peut être des tas de branches, tout ce qui va être matériaux naturels. Faut les placer de façon stratégique pour pas poser de problématiques au niveau de gestion pluviale et tout ça. Bon, il y a toujours la réalité de l'entreprise à intégrer. Et puis de la gestion du bâti, en fait, de l'entretien. Là, récemment, je vais bosser avec une scierie, par exemple. Bon, bah, on est sur un toit qui pourrait être lourdement végétalisé. On est quand même parti sur une structure légère avec des kiwis. C'est une liane, le kiwi, de façon à végétaliser une grande surface avec un petit trou de plantation en pied de bâtiment, et puis en plus une récolte, de façon à ce que l'étanchéité puisse être vérifiée, même si c'est que tous les 10 ans, d'une façon plus simple. Euh, mais ouais, voilà, là en ce moment à Haute-Savoie Habitat, on teste de la végétalisation avec des grimpantes dans des bacs qui courent sur le sol, de façon à pouvoir se couvrir des grandes surfaces avec des très petites zones de plantation. D'accord, ok, Là, au niveau d'un merci. poteau de structure, on peut poser des charges lourdes, quel que soit le type de structure du toit, en fait. C'est un levier intéressant. Henri? Oui, bonjour à tous. Henri Niguet, donc je suis président de la FQP Europe, puis j'ai trouvé vos interventions formidables, super, bravo. Merci. Et on est tous de plus en plus attirés par la nature. Moi, ma question, elle revient sur les paysagistes. J'ai vu que dans le chat, il y avait pas mal de discussions sur les paysagistes. Est-ce que Écosystème, vous formez des paysagistes à accompagner les entreprises vers ces démarches-là, c'est-à-dire qu'ils sortent de leur action classique de tonte de pelouse, de taille de haies, etc., pour aller vers ces démarches-là, parce que c'est peut-être
ils ont déjà des bonnes bases, mais entre de la culture classique et vos actions et laisser pousser les plantes naturellement, faire de la fauche tardive, il y a peut-être un travail à faire côté paysagiste pour qu'ils soient eux-mêmes les ambassadeurs des approches que vous préconisez. Est-ce que vous formez des paysagistes à ça? Alors, ce serait intéressant. Faudrait que je me dédouble, hein. Moi, aujourd'hui, je bosse tout seul. Sur les cours d'école, je suis en train de former des gens qui appliquent la méthode que j'ai développée. Donc, c'est un bon levier pour moi. Ce que je fais sur les projets que j'accompagne, je rédige un plan de gestion et en général, je rencontre les paysagistes qui vont le mettre en œuvre de façon à ce qu'on voit ensemble et puis le plan de gestion, qu'ils comprennent bien et qu'ils fassent évoluer leurs pratiques, parce qu'effectivement, c'est pas évident pour eux de changer, hein. Globalement, ils ont un peu un rôle de technicien de surface aujourd'hui. Donc passer à des méthodes douces, c'est pas évident. Ça prend du temps, c'est comme le reste, ça prend du temps, c'est ce que j'ai répondu. Faut les prendre dans le sens du poil pour qu'ils comprennent qu'on n'est pas là pour dire qu'ils bossaient mal avant ou quoi, c'est juste un changement de point de vue. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, pour eux, c'est quand même intéressant parce que la proposition, c'est d'acquérir des compétences techniques, des compétences de reconnaissance des végétaux pour avoir finalement un travail qui soit plus doux et intelligent par rapport à l'ensemble des végétaux. En général, les paysagistes sont orientés là-dessus parce qu'ils aiment quand même bien les plantes. Donc voilà, ça résonne assez bien globalement. Après, sur tous mes projets, j'ai des ratés, des endroits qui ont été taillés alors que c'était pas prévu, parce qu'effectivement, c'est tellement ancré dans les habitudes qu'il faut faire propre que voilà, ça demande du boulot, du boulot d'explication. Et D'ailleurs, de la pédagogie pour tout le monde. deux points que je peux rajouter. À Nicomatique, on a vécu plusieurs expériences avec les paysagistes. Une intéressante pendant un temps, c'était la PUI qui entretenait nos espaces verts. Le chef d'équipe était venu avec les jeunes qui étaient là. Il avait vraiment apprécié justement cette montée en compétence de son équipe sur notamment la taille douce des arbres, plutôt que d'arriver avec voilà, le gros, la tailleuse électrique. Donc il y a cette notion de montée en compétence qui peut être quand même intéressante qu'a souligné Adrien. Et puis la notion de partenariat plutôt que de sous-traitance. C'est-à-dire qu'on se rend compte que quand on... Alors ça se fait effectivement sur un temps long, hein, c'est pas forcément dès le premier rendez-vous que le paysagiste va comprendre où on veut aller, pourquoi on fait ça. Mais ça change la posture et la relation. Et quand ça prend, bah, c'est ultra qualitatif. Voilà, d'avoir un partenaire, voilà. Et il y a aussi des aspects de réduction des coûts, parce qu'on s'aperçoit que ben, qu'il n'y a peut-être pas besoin de faucher toutes les 3 semaines, et que voilà, c'est pas le but final, mais d'être sur de la gestion différenciée, douce, sur de la pédagogie, permet en plus parfois de pouvoir faire quelques économies pour l'entreprise. Et encore pour compléter, pour moi, dans l'idéal, une entreprise du futur, ce serait une entreprise où la gestion est minimaliste et réalisée par les collaborateurs de l'entreprise, en fait. Si on regarde globalement l'impact social en termes de bien-être au travail et tout ça, le coût de gestion par les salariés, à mon avis, est assez rapidement compensé par tous ces gains-là. Euh, Sachant que bon, moi, je crée des systèmes qui sont faits pour être quasiment sans entretien. Normalement, ça dépend de la superficie, mais un lieu sur lequel j'interviens, on doit pouvoir le gérer en une demi-journée par an. Deux demi-journées, on va dire, s'il y a de la fauche tardive, c'est un peu de boulot, mais à la limite, on peut laisser la fauche tardive à des paysagistes qui sont bien équipés, et puis derrière, avoir des tailles douces au sécateur sur quelques arbustes dans des zones de passage. C'est pas compliqué en fait, hein. On a des espaces extérieurs qui sont compliqués à gérer parce que quand on veut une haie de 2 mètres de haut, on plante un arbuste qui en fait 8 à maturité pour qu'il pousse vite.
Comme ça, au bout de 2 ans, on est content, il fait la taille qu'on veut. Seulement, après, pendant 40 ans, on doit le tailler en cube parce qu'il va devenir trop grand. Donc, bah, moi, quand je veux un arbre de 2 mètres, je plante un arbre de 2 mètres à maturité. Il va mettre quelques années de plus pour pousser. Mais bah, par contre, une fois qu'il sera à maturité, déjà, il va avoir un port bien plus naturel. Et puis, il n'y aura rien à faire, en fait. Ça, c'est un non-sens de créer des espaces qui génèrent de l'entretien. On a tout pour avoir des espaces qui sont faciles à vivre, en fait. Eh ben, merci beaucoup, Adrien et Bénédicte, pour ce témoignage. Je pense que vous avez passionné nos participants parce que c'est rare qu'on soit encore plus d'une dizaine, 10 minutes après le temps imparti. Ben, écoutez, encore merci beaucoup. N'hésitez pas, pour ceux qui sont intéressés, à revenir vers Adrien et Bénédicte pour commencer peut-être à réfléchir, à mettre en place ce type de démarche au sein de vos entreprises. Je vous souhaite au nom de la FQP une belle journée et je vous donne rendez-vous pour le prochain petit déjeuner qui aura lieu le 1er juillet sur un thème complètement différent puisqu'on va parler de l'improvisation au service de la performance QSE. Je vous souhaite une belle journée à tous. Au revoir. Merci à tous. Bonne journée. Au Au revoir. revoir. Merci beaucoup, au revoir. Merci, au revoir.